Ok, donc bonjour à tous. Merci d'être venus. À la base, on devait être beaucoup plus, mais faute d'organisation, on s'est un peu pris à la dernière minute. Donc merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est presque universel, la gestion des connaissances, le knowledge management. C'est un domaine que je pratique depuis 7-8 ans, mais je connais le mot knowledge management que depuis, on va dire, 1 an ou 2. Donc avant toute chose, je me présente. Je m'appelle Baptiste. J'ai été fondateur de start-up ici à Aura Technologies. J'ai créé Wiki, une solution de knowledge management, une solution SaaS qui permet de mieux organiser ses connaissances, mieux les structurer. J'ai été aussi prof en mathématiques. J'ai fait pas mal de R&D. Beaucoup de projets en tant que freelance aussi. Beaucoup de prestations dans le domaine de la data, de l'IA. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager mon expérience, mon point de vue sur la gestion des connaissances. Pas seulement pour vous faire comprendre à quel point ça peut être important, mais à quel point c'est presque universel et comme une base fondamentale de tout système, en fait. Alors, j'aimerais commencer par un exercice très simple. Presque, vous pouvez fermer les yeux. L'idée, c'est d'imaginer votre vie idéale. Un monde parfait. Potentiellement, vous vous voyez dans un lieu, dans un espace forcément en 3D, parce qu'on vit en 3D dans cet univers. Vous voyez ce qu'il y a autour de vous. Potentiellement, les choses sont relativement bien rangées, ou pas. Potentiellement, il y a les gens que vous aimez, les gens que vous connaissez. Il peut y avoir un bon repas, il peut y avoir tout ce que vous appréciez. Vous avez à disposition énormément de choses, les choses qui vous tiennent à cœur. Globalement, la vie parfaite pour moi, elle tient dans l'organisation d'un espace. Donc si on prend cette représentation, qui normalement doit être en GIF, mais animée, on a la vie des Américains, qui est aussi la même pour les Européens d'ailleurs, avec l'ensemble des activités que les personnes font. Donc dans leur vie, ils vont dormir, prendre soin d'eux-mêmes, s'éduquer, travailler, aller à la maison, faire des activités religieuses, sportives, etc. Globalement, notre vie, elle consiste à osciller au sein de plusieurs phases différentes, au sein d'un espace. Globalement, comment moi je me représente cette vie parfaite, je la représente comme un espace bien foutu, bien organisé. J'ai mis une petite image du film Le Prénom, parce que c'est pour moi la définition parfaite de la maison, justement, parfaite. C'est chaud, c'est agréable, c'est en bordel, mais pas trop. Les choses sont bien foutues. Il y a une bibliothèque, ça donne envie de lire. C'est un espace qui presque est paradigmatique d'une vie à la parisienne ou d'une vie intellectuelle qui peut correspondre à une façon de vivre. Chacun, bien sûr, a sa façon de vivre. Chacun a sa façon d'organiser les choses. Chacun a son propre réseau de connexion autour de lui, dans cet espace. Vous avez des gens que vous connaissez, qui eux-mêmes connaissent des gens, vous avez votre réseau social, vous avez vos amis, vous avez votre famille, etc. Votre espace physique peut être également source d'une vie parfaite. L'ergonomie du corps dans l'espace, l'ergonomie de la manière d'être, la façon de parler, la façon de gérer son énergie, la façon d'aller au travail. Tout, au final, peut être considéré comme une organisation de l'espace. On voit ici, par exemple, les espaces vides qui pourraient paraître froids, mais qui, au final, créent des flux d'énergie. Vous pouvez voir la lumière, la façon dont les choses sont structurées. Parfois, des petits détails peuvent tout changer. Une vie parfaite, c'est aussi une vue. Si vous êtes enfermé dans une pièce, si vous n'avez pas de vue sur l'extérieur, sur ce que vous voulez faire, sur vos projets, sur les personnes que vous aimez, il ne se passe pas grand-chose en fait. Petit aparté, la nature, de manière assez universelle, c'est bien organiser les choses.
On appelle ça le processus d'auto-organisation. Ici, on a par exemple une représentation d'une ville et d'une feuille qui présente une dynamique qu'on peut appeler fractale. Ici, on a la manière dont les arbres coévoluent entre eux pour s'organiser collectivement dans un tout cohérent, homogène et plein de vie. Ici, je ne sais pas si vous connaissez cette image, c'est tout simplement une casserole d'eau chaude avec des cellules de Bénard qu'on appelle, qui sont des petites cellules de dissipation d'énergie qui s'auto-organisent d'une manière à mieux dissiper l'énergie. On a aussi ce qu'on appelle des espaces péripersonnels, la manière dont on gère les distances avec les gens. On peut avoir l'organisation de systèmes comme des CPU qui sont remarquables. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA et des algorithmes de plus en plus poussés, on sait que la moindre perturbation dans cet espace, le moindre décalage peut tout bouleverser. Le réseau d'Internet et même les racines d'un arbre. Vous avez aussi des systèmes vivants qui apprennent à coévoluer dans cet espace avec des processus d'auto-organisation, comme par exemple ces nuits des tourneaux, qui parviennent à s'auto-organiser, à se structurer dans l'espace de manière autonome sans même qu'il y ait un seul chef. Il n'y a aucun oiseau qui décide où va le système. Il n'y a aucun oiseau qui décide. Le point clé que j'aimerais introduire, c'est que si on vit dans cet espace 3D et que c'est cette organisation de l'espace qui gère la qualité de notre vie, mon hypothèse, c'est que si on veut améliorer la qualité de nos idées, de la gestion de nos objectifs, de la gestion de notre connaissance de nous-mêmes, qu'on peut appeler la métacognition, que ce soit nous-mêmes ou une entreprise, ça peut être représenté comme un corps au final. Les différents organes, c'est simplement les différents départements de l'entreprise. Donc l'hypothèse de base, c'est que si on veut organiser sa vie pour qu'elle soit parfaite, on doit organiser l'espace. Si on veut organiser ses idées, ses connaissances, on doit aussi organiser cet espace. Alors, petite blague légère. Imaginons que, en tant qu'homme, je suis attiré par deux femmes différentes, une blonde ou une brune. Mes décisions se positionnent dans un espace. J'ai un vecteur qui me pousse vers quelqu'un, un vecteur qui me pousse vers l'autre. Bon, bien sûr, on parle ici de bière. Potentiellement, la manière dont on décide au quotidien, on peut la représenter comme un espace dans lequel deux forces s'opposent. Mais on peut avoir deux objectifs de vie. Par exemple, j'ai envie d'aller faire une carrière dans le sport ou dans la musique, mais mes parents veulent que je fasse une carrière dans... peu importe. Pareil pour une décision business. On peut avoir une décision qui nous pousse vers quelque chose et une autre décision qui nous pousse vers quelque chose d'autre. Donc c'est la caractérisation de cet espace qui, au sens des idées, de la gestion des connaissances, de la gestion des objectifs, de la gestion des fonctions dans un système, permet, de la même manière qu'on organise notre vie dans un espace 3D, nécessite d'être organisé dans un espace spécifique, propre à l'information, en fait. Potentiellement, on peut représenter ce contexte où on a certaines formes de croyances qui sont opposées à la réalité. On peut être relativement en dissonance cognitive, mais on peut aussi être en consonance. Donc la manière dont les vecteurs se structurent dans cet espace, potentiellement régit la manière dont les choses se passent bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un espace qui est informationnel, qui est fonctionnel, qui n'est plus dans la 3D, dans notre tête, les vecteurs cohabitent, les vecteurs s'opposent, représentent les différents objectifs qu'on a dans la vie, et créent mathématiquement une géométrie qu'on appelle une topologie ou une variété. C'est un peu théorique, mais c'est simplement pour dire que la manière dont tout système humain ou entreprise gère ses objectifs, ses fonctions, ses idées, ses connaissances, ces éléments vivent dans un espace
qu'on ne peut pas voir parce qu'il n'est pas en 3D, mais dans un espace qui est quand même défini. Et en prendre conscience, c'est commencer à améliorer, structurer et avancer vers cette maîtrise de cet espace. Si vous vous levez le matin et que vous ne savez pas où sont vos chaussettes, la journée commence très mal. Si vous vous levez le matin et que vous allez dans votre boîte et que vous ne savez pas ce que vous voulez faire, si l'espace dans lequel votre entreprise vit au sens informationnel et fonctionnel n'est pas bien défini, vous allez nulle part en fait. Chose qui est très intéressante, c'est que dans cet espace, on peut se déplacer. Il y a le plan de l'espace, vous levez, vous prenez vos chaussettes, vous prenez votre café, etc. Ou alors vous allez dans la boîte, vous prenez une réunion, ensuite vous allez dans un autre secteur, vous vous déplacez dans cette entreprise. Donc l'idée, c'est qu'on va se déplacer dans cet espace. Si je reprends la métaphore de la boisson, on prend le verre et séquentiellement, on va avoir une étape, une succession d'étapes qui vont caractériser un mouvement dans cet espace. L'idée, c'est que, alors là on ne voit pas l'animation, mais dans cet espace qui est théorique, informationnel, on va venir représenter notre trajectoire comme ce qu'on appelle en mathématiques une descente de gradient. Globalement, vous avez des endroits dans cet espace que vous n'aimez pas et vous vous dirigez vers des espaces que vous aimez. Si vous allez dans un bar et qu'il y a une mauvaise ambiance, vous ne restez pas sur place. Vous rentrez chez vous parce qu'on s'y sent bien. Donc la nature de l'espace physique dans lequel on peut se déplacer, de cette même manière, on se déplace aussi dans cet espace fonctionnel. Peut-être qu'on avait un objectif dans l'entreprise qui au final n'était pas bon et on va se diriger vers un objectif qui sera bon. Peut-être qu'on avait une décision qu'on a prise l'année dernière sur notre vie perso qui ne nous convient pas et on va se déplacer vers un nouvel objectif. Les objectifs sont caractérisés par les axes. Ça peut être des quantités, ça peut être ce que vous voulez. Et là, pareil, il y a une petite animation normalement, mais on peut également osciller dans cet espace. Métro, boulot, dodo, c'est relativement une réalité pour beaucoup de gens, mais de manière plus universelle, le matin, on a eu un saut d'hormones, et le soir, on a un saut d'autres hormones, la mélatonine. Et ça, c'est régulier, c'est des cycles. Les femmes ont leur cycle menstruel, on a des cycles d'extraversion, d'introversion, on a des cycles professionnels, une grosse période où on va forcer sur le professionnel et après on va revenir sur le perso. Donc on va avoir une oscillation dans cet espace. Et potentiellement, des fois, des trajectoires sans retour. C'est que si j'appuie sur play ici, je descends et je pars dans un nouvel espace. La caractérisation de l'espace fonctionnel définit la trajectoire que l'on prend dans le système. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, ça paraît très théorique, moi je comprends rien, je vois pas comment ma vie ou comment mon entreprise peut être caractérisée par un espace. Moi je vois des bâtiments, je vois des gens, je vois des projets, je vois des dossiers dans Drive, basta. Seulement, derrière cette réalité physique, 3D, il y a des processus, il y a de l'information. L'information n'est pas visible. Là, je vous parle, c'est des ondes. On ne voit pas ces ondes. On ne prend même pas conscience qu'il y a des ondes parce qu'on est dans une réalité qui est informationnelle. Donc l'idée, ça va être de prendre conscience que derrière la réalité physique organisationnelle, il y a des processus implicites. Bien sûr qu'on peut écrire, qu'on peut caractériser par des écrits. Mais vraiment, l'idée, c'est que si on arrive à caractériser cet espace, potentiellement, on va mieux synchroniser les équipes, on va mieux savoir où on va mieux savoir ce qu'on veut, on va mieux savoir où est l'information, on va mieux savoir où sont nos connaissances, où sont nos idées. Et donc, ça peut constituer globalement un peu un Graal. Avant de caractériser cet espace, comment on peut le capturer ? Imaginons que cet espace existe. Comment on pourrait le capturer ? Alors, la nature fait très bien les choses. On a ici un cerveau de souris qui permet de capturer la réalité. Donc, on a énormément d'aire cérébrale, une vingtaine.
dans lequel chaque neurone est connecté à d'autres clusters de neurones. Si on prend un cerveau humain, c'est 100 milliards de neurones connectés chacune à 10 000 autres fonctionnant à 1000 Hz. Donc c'est cette quantité de connexion qui vient venir capturer cet espace, qui vient venir le caractériser. Si on prend par exemple notre cerveau, on a ce qu'on appelle l'homonculus, c'est-à-dire que sur une zone du cerveau, on a littéralement une cartographie de notre corps sur les différents aires cérébrales. Donc, par exemple, si je mets une petite activité ici électrique, on va sentir des sensations sur les dents. Ici sur le nez, ici sur les mains, etc. Donc ici, c'est une première représentation physique de comment on capture une réalité 3D, réalité matérielle. On a, par exemple, dans notre corps, une méthode assez biologique qu'on appelle les émotions, qui permet de capturer des éléments très complexes, très nuancés, très fluctuants, très invisibles au final. Si vous rentrez dans une pièce et que tout le monde fait la gueule, personne ne le marque sur son front. Pourtant, vous le sentez. Si vous sentez une bonne énergie, vous la sentez aussi. C'est-à-dire que l'information implicite, le processus fondamental qui se passe dans un lieu, dans l'espace 3D, nous, en tant que système complexe qui s'adapte et qui apprend, peut se représenter cet espace grâce à des émotions et grâce à une activité qui est elle-même physique aussi. Par exemple, la fierté, ça va plutôt être là et là. La dépression, on va se sentir vide, ça va plutôt être dans les jambes. C'est-à-dire que la réalité physique, biologique, capture cette réalité informationnelle. Si on prend les méthodes artificielles, on va avoir des réseaux de neurones artificiels qui vont avec des couches de convolution, des ensembles de nœuds. On va être capable de capturer cette réalité aussi. Un des modèles, par exemple, que j'ai pu faire en tant que data scientist, c'est capturer la réalité du prix d'une maison. Alors, le prix d'une maison, c'est marqué nulle part avant que ce soit défini. Le prix d'une maison, c'est une information qui vit dans un espace. Grâce à ce réseau, on peut matérialiser l'existence de ce prix. Globalement, on a des variables qui ont une causalité les unes sur les autres, et grâce à ce réseau, qui est physiquement présent dans un ordinateur, on peut matérialiser une information qui, elle, n'existe pas physiquement. Là, on a une map qui, de la même manière, capture la réalité informationnelle ou fonctionnelle d'un système. Par exemple, l'obésité. Vous avez ici la représentation fonctionnelle et informationnelle de tout ce qui interagit quand on veut comprendre pourquoi quelqu'un est obèse. On a les aspects travail, on a les aspects perso, sportifs, etc. Donc l'idée, avec cette capacité de représentation de cet espace fonctionnel, ça va être de mieux définir déjà quels sont les sujets qu'on veut traiter, à la fois pour soi ou pour l'entreprise. Ça va être de comprendre les liens entre les entités. Ça va être de comprendre la nature de ce qu'on veut représenter. Et potentiellement, il y a un bon compromis à faire entre complexité et simplicité, parce que là, concrètement, si je donne ça à mon père, je pense que ça ne va pas lui servir. Trop complexe. En médecine, souvent, on essaye de se limiter à 10 variables pour faire des recommandations concrètes, parce qu'on doit forcément aller vers quelque chose d'actionnable. C'est la suite de l'histoire, c'est une fois qu'on a cette représentation du système, comment on en crée quelque chose d'actionnable. Alors, il y a des méthodes qui existent, qu'on peut appeler analyse de sensibilité, qui permettent dans un réseau d'interaction de matérialiser quelle est la part d'influence de chaque facteur. Imaginez que le but, c'est d'augmenter votre business, le but, c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires. Vous mesurez tout ce qui se passe dans l'entreprise, il y a des capteurs, des mesures, des données dans la tête des gens, sur les PC, dans la température de l'air, vous prenez 1000 facteurs si vous voulez. Mathématiquement, on est capable de comprendre quel facteur va influencer le plus. C'est pour ça que cette caractérisation de l'espace, encore une fois,
et c'est exactement la manière dont les IA fonctionnent aussi, c'est que grâce à cette caractérisation de l'espace, on est capable de comprendre sur quoi agir. On est capable de comprendre quoi prioriser. Alors, on a un espace, on s'y déplace, mais vous allez me dire comment on s'y déplace dans cet espace fonctionnel, informationnel. Le principe de base, c'est la sélection naturelle. Bon, d'un point de vue des animaux, on peut prendre cet exemple avec la girafe. La girafe augmente la taille de son cou, donc elle évolue sur l'axe de la taille du cou, grâce au fait que l'environnement a changé et les arbres sont plus hauts, donc elle doit s'adapter. Si un jour vous devez vous adapter, ou votre entreprise doit s'adapter, on peut appeler ça un pivot ou de l'A/B testing. C'est exactement la même chose en fait. C'est-à-dire que l'entreprise, si elle est considérée comme une entité naturelle, parce qu'elle fait au final partie de la physique, on est tous des poussières d'étoiles, les entreprises émergent du vide grâce à cette sélection naturelle, évoluent dans cet espace grâce à la sélection naturelle et meurent aussi grâce à la sélection naturelle. Une entreprise qui n'apporte pas de valeur n'existe plus. Donc on peut prendre cet exemple avec les origines du cerveau. On a le cerveau du poisson-chat, de la truite. On voit cette caractérisation évolutive d'où on vient qui nous définit au final. Tout ça inscrit dans l'ADN. Donc on a développé un système qui permet de capturer cette réalité dont on ne comprend pas nous-mêmes le fonctionnement. C'est assez fascinant. Comment ça fonctionne ? Globalement, il y a 2 étapes. Vous percevez le monde et vous agissez sur le monde. Et ça forme un cycle. Tous les matins, vous vous levez, vous adaptez avec ce que vous voyez. On peut appeler ça un processus d'inférence. On peut appeler ça un processus d'estimation. Vous allez estimer tous les matins, vraiment au sens mathématique, vous allez estimer tous les matins la meilleure action à effectuer. Et là où je veux vous emmener, c'est que mathématiquement, à l'ère de l'IA, ce processus d'estimation, ce processus d'inférence, il est mathématisable. Il a une réalité mathématique. Alors, moi, quand j'étais en thèse, j'avais cette idée déjà, je me sentais un peu solitaire parce que, ok, tout est mathématisable, mais personne ne le voit. Quand j'en parle à mon père, il me dit « arrête tes conneries ». Ça ne fait pas partie de ma vie. Par contre, à l'ère où les IA émergent et présentent des comportements cohérents, anthropomorphiques, adaptés, cette mathématisation de cet espace fonctionnel devient de plus en plus intéressante parce que ça va être la manière dont on va pouvoir contrôler les IA, les comprendre, les utiliser et les optimiser. Donc les IA, comme tout système adaptatif, émergent. Il y a des théories qui disent que les IA ont émergé simplement parce qu'il y en a eu besoin. Et donc globalement, il y a donc ces processus de sélection naturelle aussi dans les IA qu'on appelle la backpropagation. Globalement, qu'est-ce qui se passe ? Le data scientist crée une IA, il crée une version, il crée un modèle, il fait une backpropagation pour optimiser cette IA. Donc il fait déplacer cette IA dans cet espace informationnel, dans celui-là. Il fait déplacer cette IA pour partir d'un modèle qui ne marche pas vers un modèle qui marche. Et donc globalement, de la même manière que la girafe fait évoluer son cou, l'IA va s'améliorer pour mieux s'adapter. Alors, mon postulat est très simple. C'est que les règles qu'on utilise dans notre espace physique pour s'organiser, pour avoir une vie heureuse, pour être productif, pour avoir une entreprise pérenne, dans un espace 3D, sont les mêmes règles que l'espace de nos idées, nos objectifs de fonction de l'information. Globalement, et c'est ça le knowledge management, si dans votre espace, vous arrivez à trouver vos objets facilement, si vous vous souvenez de tous les lieux dans lesquels vous vivez, si vous avez les bons meubles, les bonnes manières de ranger les objets, si vous avez une belle vue, si vous compartimentez cet espace, mais tout en étant connecté, parce qu'une maison, par exemple, si c'est un loft, c'est pas compartimenté, potentiellement ça plaît à peu de gens.
Par contre, une maison avec trop de pièces, c'est chiant aussi. Donc il y a un compromis entre compartimentalisation, clustering et ouverture. Il y a aussi le fait de classer par thématique. Si vous avez des tiroirs et que vous avez des chaussettes mélangées aux caleçons, c'est plus complexe que caleçon-chaussettes. Vous oscillez, vous vous déplacez facilement dans cet espace. S'il y a des câbles partout, si on galère à se déplacer, c'est potentiellement problématique. Si vous n'avez pas de plan de l'espace, si vous ne partagez pas un espace commun unique avec tous vos collaborateurs, si vous ne priorisez pas les actions dans cet espace, si vous n'avez pas de compromis entre simplicité, complexité, etc., globalement, ce que vous faites chez vous pour avoir une maison agréable, vous devriez le faire dans cet espace informationnel, fonctionnel, qui caractérise votre entreprise ou même votre vie perso. Alors voilà quelques exemples de cartes de connaissances qui peuvent démarrer cette caractérisation de cet espace. Assez simplement, on peut faire un clustering simple. Regardez ce que vous faites au quotidien. Vous créez des groupes, créez des dossiers, et vous mettez les PDF, les docs, les BibTeX, les équations, les modèles, les conversations qui vont bien, et vous les classez. Ça, c'est une première manière d'organiser ces connaissances. C'est une première manière de les structurer. Le problème, c'est qu'il y a des dépendances entre éléments qui ne sont pas représentés. C'est monolithique, c'est linéaire, c'est unidimensionnel en fait. Si vous prenez par exemple la fresque du climat, là on commence à arriver sur un modèle un peu plus complexe de représentation du monde. C'est que le réchauffement climatique va influencer la fonte des glaces, qui va influencer la montée des eaux, qui va influencer les pluies, etc., etc. On commence à arriver à un modèle plus dynamique, plus holistique, plus représentatif de la réalité. Prenons un exemple, si les politiques organisaient leurs actions autour d'une fresque du climat, avec un représentant sur chaque aspect qui, de manière dynamique, coévolue avec les autres représentants de manière focus, peut-être que ça pourrait être une méthode de représentation efficace pour caractériser ce qui se passe dans cet espace, encore une fois, invisible. Le climato-sceptisme vient du fait que les gens ne voient pas le réchauffement climatique. Ça ne se voit pas. Surtout en cas de canicule, 3 jours à 40 degrés, ah oui, effectivement, il y a du réchauffement. 3 jours avec des baisses de température saisonnières, ouais, en fait, il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça ne se voit pas. On peut se retrouver avec 3-4 personnes à un dîner, avec des personnes qui disent « je ne crois pas au réchauffement climatique ». Parce que ça ne se voit pas, ça se mesure. Parce qu'il y a une réalité derrière, informationnelle, fonctionnelle, complexe. Et c'est encore une fois cette caractérisation de cet espace qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir comprendre ce qui se passe, vont pouvoir agir plus efficacement, vont pouvoir développer des stratégies, des actions sur cet espace. Ici, c'est un des plans de processus de ma propre boîte, avec des espaces, par exemple, data, dev, design, etc., production audiovisuelle. Rien que ça a permis de synchroniser pas mal de personnes dans l'équipe. Ça a permis de mieux se représenter les choses, plus qu'un document, voilà comment fonctionne la boîte. Mon hypothèse, c'est que le textuel ne fonctionne pas, n'est pas suffisant. On a besoin de faire vivre cet espace dans un espace qui a le plus de dimensions possible. Si je vous donne, ok, ma vie, ce qui me rend heureux, c'est ma quantité d'énergie, de 0 à 100%. Il y a un seul axe, une seule dimension. Vous allez me dire, c'est bien, mais je ne vois pas concrètement comment je peux agir. Ok, j'ai un seul axe, je me lève le matin, ok, aujourd'hui, il faut que j'ai de l'énergie. Bon, un seul axe, on ne peut rien faire. Par contre, si je commence à mettre 2 axes, énergie plus P intérieur, où je caractérise l'énergie elle-même en 2 axes, ou en 3, avec des couleurs, avec un caractère dynamique. Là, on commence à voir vraiment ce qui se passe. J'ai une petite question, mais peut-être plus philosophique par rapport à ça. Si je comprends bien, donc on est capable par les modèles de data science, on est capable de reproduire un peu les modèles d'évolution dans la nature. Mais pour moi, la grande différence, c'est que la nature a plus la possibilité que nous de trouver les inputs qui vont jouer
sur le résultat. Et non, en fait, si je comprends bien, c'est du bon sens qui dit que si je travaille sur la performance dans ma boîte, par exemple, ça va être sur tout tel critère. En fait, ça va être une sorte de liste qu'on va faire avec notre bon sens, en fait. Il y a peut-être des facteurs que j'oublie ou que je ne vois pas. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des techniques pour être sûr de ne pas passer à côté de paramètres qu'on aurait oublié. Comment ? Qu'on aurait oublié, c'est ça ? Ouais, voilà, ou qui peuvent jouer, justement. Peut-être qu'il y a des choses qui sont... Il y a des aspects, des facteurs qui sont visibles, qui sont de bon sens, et puis peut-être qu'il y en a d'autres, la température la pièce, ou je sais pas, des choses qui peuvent apporter beaucoup d'informations, et finalement qui sont pas tellement en lien direct. Souvent, quand on fait des modèles, il y a le feature engineering, la création du dataset, souvent, qui interagit. Après, aujourd'hui, justement, avec l'émergence des LLM, on peut avoir une créativité pour trouver ces facteurs et ensuite piloter des politiques de données. Mais globalement, la manière dont les IA, dont les systèmes s'optimisent, on appelle ça de l'apprentissage supervisé. Et il y a aussi des apprentissages qu'on appelle non supervisés. C'est-à-dire à partir d'un système, d'une mesure, comment je crée des clusters. Par exemple, le clustering, c'est une approche non supervisée qui permet d'avoir une vue... une sorte d'augmentation de perception du système grâce à ces techniques. Mais je suis d'accord avec vous que si on ne met pas les bonnes données, potentiellement, on peut en oublier. Et pour faire le lien, juste vite fait, en fait, moi, mon sujet de start-up, c'est de trouver des modèles de prédiction, de rechute de crise pour les gens qui sont malades chroniques, mais sur une base holistique, donc c'est-à-dire, je vais devoir considérer n'importe quel paramètre. Je me mets pas de limite. Mais pour moi, le bon sens me fait dire que ce sera l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, des choses comme ça, mais peut-être l'environnement. Mais peut-être comment je m'assure en fait du coup que j'oublie pas tout un temps d'informations. Le concept clé, c'est l'ontologie. C'est un mot qui est scientifique qui représente la stratégie ou la méthode. Quand on crée une ontologie, on crée l'espace de connaissance d'un sujet. Il y a des méthodes. Nous, on travaille dessus justement dans ma startup pour, à partir de rien, créer une ontologie qui caractérise l'espace informationnel d'un projet, d'une boîte, d'une personne, mais aussi à partir de ses propres données. Par exemple, si vous avez un drive avec 10 000 PDF, on est capable aujourd'hui d'analyser sémantiquement les entités et d'en créer l'ontologie, la carte de connaissance. Donc, il y a des méthodes. Une des cartes qui fait un peu peur aussi que j'ai pu créer, c'est dans le cadre de ma thèse, où j'ai essayé de connecter les maths avec la psycho, avec tout un tas de méthodes assez complexes. Sans cette carte, j'aurais rien pu faire, littéralement. Pourquoi ? Parce que pour décrire des phénomènes psychologiques avec des maths, il faut passer par la physique, il faut passer par des briques théoriques assez complexes. Et là, donc, on est clairement dans un modèle 2D où on vient du bas niveau jusqu'au haut niveau. Et aussi, on décompose, donc, par exemple, les mathématiques en différentes structures, différentes sous-disciplines, etc. On peut avoir aussi des cartes de connaissances sémantiques qui sont très utilisées aujourd'hui, qu'on appelle les knowledge graphs par les IA, qui permettent justement de caractériser cet espace. Le problème, c'est que, à part caractériser les mots et les concepts, on n'a pas grand-chose de plus en termes de causalité, en termes de flux, en termes de process. On a du mind mapping assez classique, qui marche assez bien. Après, pareil, on a une forme de limite dans le sens où c'est un dessin. Il y a potentiellement des dimensions qu'on peut louper. Ça, c'est une carte que j'ai fait dans le cadre d'un cours de mathématiques que j'ai fait à l'Université catholique de Lille, qui caractérise aussi tout un processus. Donc là, typiquement, on est dans le processus de data science. On démarre avec les données, etc. On a un arbre de décision, on choisit notre modèle. Donc plutôt un processus en 2 dimensions, mais sur lequel on peut venir zoomer pour afficher des données. Donc j'ai rajouté, en fait, Wiki, on a rajouté une dimension supplémentaire, un peu comme Google Maps. Vous zoomez sur une zone et vous obtenez des nouvelles infos. Ça vous permet de structurer les choses sur plusieurs niveaux. On a des arbres de décision aussi qui peuvent bien fonctionner. Et donc voilà. Une des caractéristiques clés de la réalité aussi, c'est son caractère multiniveau. Si je vous demandais de vous décrire vous-même,
potentiellement, vous vous décririez sur un niveau psychologique, émotionnel, énergétique. D'autres personnes qui font de la bio, qui sont de la médecine, se caractérisaient plutôt sur des indices biologiques. Globalement, si on veut se représenter, on ne peut pas se représenter autrement qu'à travers plusieurs niveaux. Si vous allez dans une centrale nucléaire qui a explosé, c'est au niveau des particules que ça va agir sur vous. C'est au niveau vraiment d'un très très bas niveau. Si vous mangez mal, c'est au niveau des cellules que ça se passe. Si vous ne faites pas de sport, c'est au niveau des tissus. Si vous faites de la muscu, c'est au niveau des organes. Si vous faites de la psychothérapie, du coaching, c'est au niveau individuel. Et vous êtes vous-même intégré dans un collectif, dans une société. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse caractériser cet espace aussi sur plusieurs niveaux d'observation. Et c'est là où vraiment la complexité peut émerger, peut éventuellement faire peur ou peut faire redouter, rebooter les personnes à créer cet espace parce que comment les différents niveaux coévoluent, c'est une question très complexe qui est traitée par des physiciens et beaucoup de personnes en biologie, mais globalement, ça reste un problème ouvert. On prend par exemple la caractérisation plutôt fonctionnelle de cet aspect multiniveau. On a la pyramide de Maslow, où là, on voit que on a des besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime, qui sont relativement structurés par rapport à ce niveau d'échelle. Globalement, ici, vous avez vos besoins physiologiques, cellules, tissus, organes. Ici, plutôt besoins psychologiques, et là, plutôt besoins sociaux. Donc, mathématiquement, on peut mesurer cette caractéristique multiniveau, mais toujours garder à l'idée que ça reste source de complexité. On appelle la notion d'émergence le fait que des facteurs à un niveau créent des effets à un autre niveau. Par exemple, vous refroidissez les pièces en pleine chaleur de canicule l'été, vous allez agir sur vos collaborateurs à un niveau très bas et ça va créer des interactions, des effets psychologiques très hauts. Donc il y a vraiment cette caractéristique multiniveau à prendre en compte si vous voulez vraiment avoir un modèle représentatif du système. Le sujet que moi j'ai essayé de traiter avec ma startup, c'est que globalement cette structure multiniveau, on peut en faire avec des dossiers, mais on ne retrouve pas cette notion de flux, on ne retrouve pas cette notion de causalité. J'ai essayé de le faire avec des docs. Pareil, on peut faire du nested, donc par exemple Notion le fait très bien. Vous pouvez mettre des pages dans des pages dans des pages. Mais on a quand même assez de mal à créer du flux, du process ou à avoir une vue globale et holistique. Il faut quand même se déplacer dans cette profondeur. Pour ceux qui jouent à Minecraft, quand on est proche de la bedrock, on est très profond, on ne perçoit plus le monde normal en fait. On est trop précisément inclus dans un espace qui est relativement fermé parce que quand vous descendez à ce niveau-là, vous n'avez plus trop conscience des niveaux macro en fait. Et donc une limite aussi que j'ai pu percevoir, c'est que les IA capturent assez bien, on l'a pu le voir avec ChatGPT, cet espace informationnel, cet espace fonctionnel, mais c'est 100 milliards de neurones. C'est comme notre cerveau en fait. Si je vous mets un cerveau dans les mains, vous ne voyez pas l'espace informationnel. Et il faudrait une force démesurée pour la décoder depuis une IA. Alors il y a des travaux qui existent, notamment Google Brain Project, où on essaie de comprendre les dynamiques fonctionnelles avec la théorie des champs. Donc, si je reprends un peu cette structure-là, on essaye de matérialiser la géométrie qui soutient les fonctions qui sont présentes dans le système. Et donc, on appelle des attracteurs toutes ces zones dans lesquelles on va venir glisser pour mieux se structurer. Donc, il y a des travaux qui existent, mais c'est assez théorique et c'est peu exploitable en fait dans le monde réel, que ce soit pour votre productivité perso ou que ce soit pour votre entreprise. Et donc, quoi faire? Comment représenter son projet? Et comment surtout y connecter l'IA? Parce qu'aujourd'hui, de la même manière que si vous, personnellement, sans carte, sans plan dans cet espace 3D, ceux qui, par exemple, sont venus à Euratech pour la première fois peuvent vite se perdre. Si vous n'avez pas un plan concret, on peut vite se perdre. Aujourd'hui, si on veut améliorer notre productivité avec l'IA,
l'IA peut également vite se perdre en fait dans vos projets. ChatGPT crée des connecteurs avec Google Drive, avec Notion, avec ce que vous voulez, mais il n'y a pas encore cette caractérisation précise de cet espace. On va être sur des systèmes plutôt RAG, c'est-à-dire je suis capable d'aller chercher une info dans la base de connaissances, mais je n'ai pas l'ontologie, je n'ai pas la connaissance de l'espace lui-même. Moi, quand je connecte Drive avec ChatGPT, je lui demande je fais quoi demain par rapport à mes objectifs, il ne comprend pas encore. Donc il y a une surcouche à créer qui va être le gros enjeu des 10 prochaines années selon moi, parce que les IA sont très puissantes, sont très efficaces, sont très pertinentes, mais elles ne sont pas encore intersectées, interconnectées et vraiment dans une phase de compréhension de ce qu'on veut faire. Elles ne comprennent pas vraiment notre espace à nous. Elles ont un espace qui est très bien fait. Vous lui demandez comment faire sa déclaration d'impôt, elle sait. C'est-à-dire elle a déjà représenté cet espace. Donc vous pouvez vous servir de son espace à elle pour comprendre ce que vous devez faire, mais on n'en est pas encore au stade où elle connaît de manière suffisamment fiable votre propre espace. Donc le concept est pour moi l'intérêt fondamental, la course qui est en train de se faire au niveau des IA dans les 10 prochaines années. Ce n'est pas le nombre de nœuds, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, c'est comment les IA vont pouvoir comprendre notre espace informationnel et fonctionnel. Et donc, si on veut lui faire comprendre, on doit pouvoir lui donner. On doit pouvoir nous le comprendre nous-mêmes. Donc, le Graal, c'est un peu ça, c'est à partir de vos données, à partir de vos connaissances, à partir de vos fichiers, permettre à des agents de se connecter à un graphe unifié de vos connaissances. Alors, de manière assez simple, on peut faire les choses efficacement, très simplement. Créez un document, vous écrivez la base de votre projet. Première version de votre graphe, vous avez différents nœuds, chaque paragraphe est un nœud, chaque paragraphe est s'articule de manière causale. Vous créez un document qui résume votre projet. Maintenant, si vous avez 10 documents, ou si vous scalez, si vous avez une structure suffisamment grande, avec beaucoup d'infos, beaucoup de contraintes. Par exemple, j'ai essayé de faire un script, j'ai essayé de me reproduire moi via une IA. Penser comme moi, ou écrire ou parler comme moi. J'ai essayé de mettre 50 contraintes dedans, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'IA n'a pas connaissance de cet espace. Donc, le Graal des 10 prochaines années, ça va être comment on connecte ce knowledge graph à nos agents. Alors, c'est un peu la mission qu'on s'est donnée chez Wiki. Globalement, on a créé un système de mind mapping qui permet de structurer de manière multiniveau un projet ou une représentation de quelque chose, de manière à ce que les éléments les plus importants soient au premier niveau, ou les plus macros. L'idée, c'est de faire comprendre à l'IA, j'ai 100 000 documents, donc j'ai 100 000 documents, mais je comprends la hiérarchie. Je sais que dans ma boîte, j'ai 4 grands départements. J'ai la compta, le marketing, le produit et les ventes, par exemple. Chaque département se divise en sous-départements et à la fin, on a nos 100 000 documents. Mais vous ne pouvez pas donner vos 100 000 documents à une IA comme ça ne marche pas. Et on aura beau augmenter avec des supercalculateurs de x10, ce qui est en train d'arriver, ça ne marchera pas. Vous allez juste gagner un niveau supplémentaire. Mais là, on n'est pas sur une représentation linéaire, on est sur une représentation exponentielle. Donc, c'est la caractérisation de cette hiérarchie de fichiers de votre système qui va être la clé. Donc l'idée, c'était de vraiment créer un graphe sur plusieurs niveaux d'observation qui reste limité parce qu'on est en 2,5D. Globalement, c'est comme un tableau blanc, mais version plutôt map, Google Maps, sur lequel on va pouvoir zoomer sur des parties de la map. Par exemple, si vous avez la France, c'est votre projet. Les régions, c'est les départements de votre boîte. Les villes, c'est les sous-départements. Et les maisons, ça peut être vos fichiers. Donc déjà, on a une représentation spatialisée de vos fichiers qui permet à l'IA de mieux comprendre déjà les relations entre fichiers, déjà les relations de
hiérarchie entre fichiers. Si j'ai un fichier qui décrit toute ma boîte, on peut le donner comme base de réflexion. Dans un second temps, on peut donner un fichier qui décrit quelque chose de très précis. Cette hiérarchie va permettre à l'IA de mieux structurer sa réponse et d'avoir toujours une vision pertinente par rapport à votre espace. C'est l'ontologie, en fait. Globalement, on permet de créer des ontologies pour que les IA puissent s'y greffer. Donc, globalement, ce qu'on fait dans la startup, c'est répondre à une problématique simple. La première, c'est centraliser les infos, les récupérer, les structurer. Parce que globalement, en knowledge management, il y a ce qu'on appelle les connaissances implicites. Si vous n'écrivez pas ce que vous savez, l'IA ne le saura jamais. Et elle ne pourra jamais le deviner. Elle pourra se rapprocher sur des processus d'inférence pour essayer de deviner ce qu'il faut faire. Mais si vous n'écrivez pas les choses, elle va faire les choses à votre place. Donc potentiellement, ce sera du contenu ou des livrables qui seront pauvres en termes d'identité, peu connaissantes de votre contexte, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment tout réunir, créer un espace, une base de connaissances unifiée. Globalement, donc, on crée cet espace, on y greffe des assistants, et à partir de ces assistants, on va venir créer des automatisations. Globalement, c'est le nerf de la guerre des 10 prochaines années. C'est un process qui est universel, c'est un process qui est complexe. Sur les assistants, il y a énormément de choses qui se font. Gemini, vous avez ChatGPT, ce que vous voulez. Sur les automatisations, vous avez N8N, vous avez Make, Zapier, vous avez plein de choses, ou du code Python. Mais il manque cette brique, en fait. C'est toute l'hypothèse de cette conférence, c'est vaut mieux une IA faible, avec une automatisation simple, qui est basée sur une base de connaissances bien construite, plutôt qu'une IA surpuissante sur laquelle vous ne structurez rien, en fait. C'est pour ça que, hors de savoir dire ce qu'on veut, au final, c'est le sujet central, pour moi, du knowledge management. Donc après, voilà, on a des process assez simples, on organise, on augmente, on automatise. Si vous créez une représentation de votre projet, après, on peut l'augmenter. Par exemple, s'il y a un biologiste qui fait une recherche sur le cancer, il dispose de 150 PDF de recherche. Nous, en fait, avec l'état actuel des connaissances, on va pouvoir venir augmenter ces connaissances. On va venir pouvoir créer des nouveaux liens, ajouter des nouvelles données. Donc, il y a vraiment ce processus d'augmentation qui est fondamental. Actuellement, vous avez forcément des docs. Oui ? Est-ce qu'avec votre logiciel, une fois qu'on a terminé la roadmap, vous générez directement la base de données vectorisée multicouche ? Ouais. D'accord. Ouais. Bon, on est encore on démarre, quoi, donc c'est expérimental, mais oui, ça marche bien. Ça marche très bien. Ça marche mieux qu'une structure monolithique de donner un texte, par exemple. Ouais, mais et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est globalement ajouter la couche automatisation et augmentation qui existait déjà. Vous avez par exemple des IA ou des SaaS qui permettent assez facilement de créer des états de l'art, des choses comme ça. Globalement, il vous faut un process unifié. Vous avez le choix avec plusieurs typologies de logiciels. Vous pouvez scraper vous-même vos données, vous pouvez avoir votre base de connaissances interne, vous pouvez demander aux personnes de votre entreprise de créer eux-mêmes leurs documents. Globalement, plein de méthodes sont possibles. Un autre aspect qui va être hyper important, c'est ce qu'on peut appeler les serveurs MCP. Donc globalement, vous avez votre espace de connaissances, vous avez vos agents. Les agents deviennent acteurs de la création de cet espace de connaissances. Vous pouvez leur demander OK, j'ai mon espace, est-ce que tu peux l'augmenter ? Est-ce que justement tu peux me donner 100 articles de biologie qui traitent de cette molécule pour du traitement du cancer entre 2020 et 2025 ? On peut automatiser ce processus d'augmentation. On peut utiliser des agents pour créer eux-mêmes l'espace de connaissances qui permettra de créer des agents plus puissants. En fait, on est sur une récursivité qui peut être un peu vertigineux, mais qui, pour moi, reste le nerf de la guerre et le potentiel, encore une fois, des 10 prochaines années. Vous avez par exemple Deep Learning AI qui ont sorti un cours il n'y a pas longtemps sur comment créer un knowledge graph
pour une IA. Vous pouvez aller voir, c'est assez sympa. Euh, cette manière de créer des graphes n'est pas humainement compréhensible. Ça reste une sorte de façon de traiter de la data. On n'est pas sur une map qui est compréhensible. C'est-à-dire que même là, on n'a pas encore cette notion d'ontologie. Enfin, c'est une ontologie, mais vraiment de bas niveau. Par exemple, pour le traitement du cancer, je vous donne les 10 000 mots-clés, qui sont composés de chacun de plusieurs mots, les 10 000 mots-clés qui caractérisent la problématique de la personne. Ensuite, je vois comment ces liens sont créés, mais ce n'est pas humainement compréhensible. Il n'y a pas de notion de processus, par exemple. Il n'y a pas de notion de causalité. Donc on est loin de cette représentation que je vous ai montrée tout à l'heure avec les réseaux bayésiens qui permettent de comprendre des processus qui vont d'étape en étape, qui sont séquentiels ou qui ont un sens humainement compréhensible. C'est comme si vous aviez une maison dont les portes mènent à des pièces qui sont à l'opposé du bâtiment. C'est pas humain en fait. Mais en tout cas, les IA s'y greffent très bien. Et l'élément qui va être clé aussi, c'est de réussir, de la même manière que vous créez une hiérarchie dans votre structure de données et de connaissances, vous pouvez créer une hiérarchie en termes d'agents IA. S'il y a par exemple, si vous voulez un agent qui est à un niveau très macro, ben vous lui donnez la surface, les éléments les plus hauts en termes de niveau dans votre système. Si vous voulez un agent, un coach personnel psychologique, vous allez prendre un agent macro. Si vous voulez un coach biologique, peut-être qu'il sera à niveau plus méso ou micro. Donc il y a à la fois la structure hiérarchique de l'espace de connaissance lui-même, mais aussi de l'espace fonctionnel qu'on vient greffer sur cet espace informationnel. Alors il y a deux logiques qui sont distinctes en ce moment, enfin qui cohabitent, c'est vraiment la vector database et knowledge graph. Vector database, c'est encore moins compréhensible par un humain. C'est des mots qui sont caractérisés par des chiffres, donc on appelle des embeddings. Et ces embeddings, en fait, ça va être tout simplement des vecteurs sur lesquels, à partir d'une question, on va rechercher les vecteurs les plus proches. Par exemple, mathématiquement, Lyon moins Lyon est égal, au sens strict, on peut le démontrer, à homme moins femme, d'un point de vue vectoriel. Donc on a cette capacité, dans une base de connaissances, à aller chercher de la data, mais là on est plutôt sur une phase de recherche. On n'est pas sur une phase de compréhension de la data. On est sur une phase de OK, sur tel contrat en 1930, qui a signé? OK, là on peut aller chercher. Par contre, donne-moi une explication globale sur mon espace de connaissances, donne-moi une explication macro, méso ou micro, ou dynamiquement oscillant entre les trois sur mon espace, les RAG ne fonctionnent pas. Donc on doit aller vers plutôt des knowledge graphs. Encore une fois, cette méthode, elle n'est pas compréhensible par l'humain. Donc c'est potentiellement une méthode, une troisième méthode que je recommanderais, c'est réussir à structurer, sous forme de carte de connaissances, de mind map, peu importe ce que vous voulez, votre espace informationnel. Ne pas tomber en fait dans ces pièges-là, parce que si vous créez une database en vecteur, potentiellement, personne dans votre équipe comprendra ce qu'il y a dedans. Ça reste un effet black box. Ça reste un effet deep learning dans lequel on ne comprend pas grand-chose. Donc il y a vraiment cette compréhension humaine, cette capacité à comprendre les choses d'un point de vue humain qui est important. Bon, après, ça, c'est nos KPI. On livre quoi? Des livrables. On livre différents éléments à partir de l'application. On se structure aujourd'hui sur 4 aspects. On fait beaucoup de prestations, agent IA, développement. On fait pas mal d'éléments en termes de développement et proposition de valeur sur justement des ontologies, des cartes de connaissances, des agents, etc. On a un SaaS qui, à la base, est du pure knowledge management, donc cartographie de connaissances, mais aujourd'hui, on y greffe justement les IA. Une académie qui vous permet d'apprendre des choses et une marketplace sur laquelle on a des automatisations préconçues, préfaites. Par exemple, crée-moi un état de l'art. C'est un modèle qu'on a dans notre marketplace qui permet justement de créer une ontologie, une map automatiquement. Bon, après, ça, c'est nos offres. On a une offre par abonnement et par Presta. Et nous, on a trouvé pas mal d'éléments assez concrets pour activer ces agents, cette manière de rendre actionnables les cartes de connaissances. On a du doc to action. Bon, ça, c'est assez simple. À partir de ma carte, génère-moi un document de synthèse sur tel ou tel sujet. On a des bundles sectoriels.
par exemple, à partir de mes données CSV sur la map, génère-moi un forecast de vente. On va avoir l'IA gouvernance, qui est très important, parce que tout ce que vous faites en IA dans les entreprises doit être traçable, surtout s'il y a des processus RH humains derrière. Il y a une notion de trouvabilité et gouvernance, par exemple des recherches sémantiques, donc créer des maps, etc. On a des sortes de packages, veille et preuve, où là on fait des revues de littérature sourcées, où on connecte justement des RAG capables d'avoir des éléments. Un knowledge portal, bon ça c'est la map, assez simplement pour qu'on puisse y connecter les datas. Et après l'aspect recherche automatisée, où là on a, avec Elasticsearch notamment, des outils pour aller requêter des informations dans les documents. Les domaines de valeur, c'est gagner en performance, industrialiser et scaler des process. Par exemple, on a des agences immobilières qui nous demandent de faire des chatbots qui permettent de répondre aux clients automatiquement. Là, pareil, il y a un gros process de décision qu'il faut formaliser. La connaissance est sur plusieurs niveaux. Il va y avoir des grandes thématiques, la vente, la location, etc. Donc, on fait vraiment cette décomposition hiérarchique à chaque fois. Mise en conformité, insight et décision. Donc là, c'est voir vite et juste. On va être vraiment sur de la partie j'ai un sujet, j'y comprends rien. Comment est-ce que je peux y voir plus clair? Et l'automatisation, donc là, délégué aux agents. Nous, on est globalement issus de la data science pure. Donc, on fait des agents qui sont assez complexes. On ne fait pas trop d'automatisation de type marketing ou autre. On en fait beaucoup plus pour des gros traitements en pipeline de données, type machine learning, etc. C'est un marché qu'on a choisi parce que l'automatisation, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'outils qui entrent en concurrence. Et nous, on se positionne plutôt sur des problématiques assez complexes de prédiction, de machine learning, etc. Voilà. Bon, après, le contexte économique, vous le connaissez. Notre Golden Circle est assez simple. Donc, on transforme des connaissances et des données dispersées en avantages opérationnels mesurables. Comment on le fait? Grâce à des cartes de connaissances unifiées avec des agents sourcés. Et à partir de quoi? Avec une Presta et un SaaS qui permet de le faire assez simplement. Bon, bien sûr, beaucoup de sécurité, hyper important, le RGPD, l'authentification, etc. Et globalement, ça, c'est nos prestats. Donc, on fait pas mal de solutions orientées KM, Knowledge Management, création de littérature, la map, phase de recherche, les assistants, la documentation, etc. Et la partie vraiment data science, où là, on va faire des états de l'art pour, par exemple, découvrir des nouveaux insights scientifiques à partir de recherches dans la littérature, des recherches sur le marché, du forecast, analyse de fraude. Mais là, on va être vraiment sur des modèles très spécifiques en data science. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Quelle est votre politique de gestion de la RGPD au niveau du stockage des données clients et aussi de l'envoi des prompts et de la localisation de vos agents IA sur votre site? Nous, on a des CGU, CGV assez clairs. Donc, globalement, pour la RGPD, on ne prend strictement le minimum d'informations et on délègue à des tiers, donc par exemple AWS ou Google Cloud. Et on fait beaucoup d'on-premise aussi. Donc, on déploie directement dans les entreprises pour que ça reste interne et pour que leur gestion soit déléguée à eux, en fait. Voilà. D'autres questions? Ok, merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté un insight intéressant.